Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous présenter avec Dominique Devolf qui modérait sur le plan industriel cette table ronde, avec Céline Persuif qui était également impliquée sur le plan académique mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui avec nous. Donc, la table ronde portait sur la facilitation de la diffusion des tests de pharmacogénétique. Je vais me permettre de donner quelques éléments de contexte sur la pharmacogénétique. C'est une discipline de biologie médicale qui est une discipline d'interface entre pharmacologie et génétique, qui est encadrée au même titre que toutes les activités de génétique humaine par le Code de la santé publique, qui encadre tout ce qui concerne l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, et avec un domaine d'application particulier, puisqu'il s'agit non pas de se positionner dans le diagnostic, mais vraiment dans l'adaptation de la prise en charge médicale et plus particulièrement médicamenteuse. Donc une position qui est un petit peu particulière, puisqu'on est en pharmacogénétique dans le domaine de la génétique constitutionnelle, comme vous le voyez ici, à bien différencier de ce qui concerne les analyses somatiques, puisqu'on n'est pas dans ce cadre-là, sur un plan réglementaire, et on n'est pas, donc, je le précisais, dans un cadre diagnostique, mais bel et bien dans l'adaptation d'une prise en charge médicale, avec en parallèle des approches génétiques qui sont mises en œuvre, des approches qui sont également phénotypiques ou reposant sur du suivi thérapeutique pharmacologique, le dosage des médicaments pour le citer. On a souhaité, dans le cadre de ce travail, donner une définition à la pharmacogénétique qui prenait en compte ces différents éléments. Et donc, vous l'avez à l'écran, cette définition qui reprend ces éléments centraux, génétique constitutionnelle, avec un positionnement dans la prise en charge médicamenteuse et cette dualité d'approches qui peuvent être génotypiques et phénotypiques. Pour vous donner un aperçu de la diffusion actuelle des tests de pharmacogénétique en France, on a repris ces statistiques de l'Agence de la biomédecine avec cette information qui concerne l'année 2023, 20 000 individus testés en 2023 pour des classes de médicaments qui sont assez nombreuses et variables. Vous le voyez, des anticancéreux, des médicaments utilisés dans le contexte de l'immunosuppression, de l'infectiologie, de la psychiatrie, de la neurologie, de l'hématologie, de la cardiologie. Donc un éventail assez large de domaines d'indication des tests, mais un nombre d'individus qui en bénéficient qui reste restreint, alors que le nombre de laboratoires impliqués dans la mise à disposition de ces tests est considérable, puisqu'il y a 56 laboratoires qui déclaraient, en tout cas en 2023, une activité à l'Agence de la biomédecine. Les stratégies de recours à ces tests sont variables. La pharmacogénétique peut se positionner avant l'introduction de certains médicaments pour sécuriser leur usage, pour choisir une dose ou pour éviter le recours à un médicament qui ne serait pas utile a priori, ou dans un contexte d'exploration d'une anomalie de réponse, souvent à la suite d'un suivi thérapeutique pharmacologique qui met en évidence une surexposition ou une déclaration d'effet indésirable qui est jugée problématique. Alors pour positionner et toujours insister sur cette problématique de diffusion des tests, aujourd'hui en France, il existe peu de situations où le test est obligatoire. Il y a 3 cas pour les médicaments que vous avez à l'écran, l'abacavir, des médicaments d'oncologie, les fluoropyrimidines, de vieux médicaments, et puis l'éliglustat que j'ai pris comme exemple dans cette diapositive pour montrer l'impact que peut avoir ce test. Donc, vous le voyez dans l'indication qui figure au RCP de ce médicament. Pour l'éliglustat, l'indication est conditionnée au statut des patients pour un pharmacogène, le cytochrome 2D6, ce qui fait que l'analyse est obligatoire. Elle va permettre de déterminer si le patient est éligible au traitement et, en fonction du résultat de son statut, de définir la dose qui sera utilisée, une dose traditionnelle, 2 fois 84 mg par jour, ou une dose diminuée de moitié pour les métaboliseurs lents. Donc on a vraiment un exemple de test obligatoire qui permet de définir si le médicament peut être utilisé et si oui, à quelle dose il peut l'être. Ça, c'est un exemple réglementaire, ça fait partie des quelques exemples réglementaires de tests obligatoires. Il y a d'autres situations où les tests sont recommandés, et ce depuis de très nombreuses années. Vous en avez un exemple à l'écran avec un test qui concerne un médicament immunosuppresseur ancien. Le test permet de dépister les sujets qui sont à risque de toxicité hématologique sévère. Et ce qu'on voit, c'est que pour un médicament qui est
assez largement utilisé dans des domaines variables qui ne sont pas seulement la transplantation, loin de là, mais surtout des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ont bénéficié de ce test seulement 2500 patients en 2023, ce qui paraît très peu par rapport à la cible de ce type de médicament. Donc on voit que la diffusion des tests et de ce genre de tests n'est pas suffisante. Alors les choses évoluent puisqu'en 2023, l'EMA a accompagné la diffusion d'un test pharmacogénétique en conditionnant pour un médicament le choix de la posologie du médicament à la réalisation du test. Ce médicament, vous l'avez à l'écran, c'est le mavacamten, un médicament de cardiologie, dans une indication qui avait justifié un accès précoce. Et donc, vous le voyez, là aussi, la posologie est conditionnée au résultat du test en fonction du statut pharmacogénétique du patient. La posologie ira du simple au double, ce qui permet de sécuriser l'utilisation de ce traitement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce test, précisément, existait depuis de très nombreuses années, qu'il avait fait l'objet de recommandations, pas dans un cadre réglementaire, mais dans un cadre de société savante, pour d'autres médicaments de cardiologie, comme le clopidogrel, et qu'il était très peu connu des cardiologues en l'occurrence. C'est ce qu'on a pu constater avec les retours de terrain de ces praticiens. Donc pour ce faire, nous avons dû identifier les différents objectifs de la table ronde, et en fait on en a déterminé deux essentiellement, qui étaient tout d'abord d'identifier les principaux obstacles et les leviers d'action qu'on pouvait intégrer afin de pouvoir diffuser plus largement les tests de pharmacogénétique auprès des systèmes de santé. Et le deuxième objectif, ça a été aussi de pouvoir formuler des propositions concrètes, toujours dans le cadre de diffusion de ces tests de pharmacogénétique. Donc pour ça, comme toutes les différentes tables rondes, nous nous sommes entourés d'experts dans les trois catégories, que ce soit académique, industriel et institutionnel. Au niveau de l'académie, comme vous pouvez le voir, on avait une diversité au niveau des spécialités. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher simplement des pharmacogénéticiens, mais également des médecins, aussi bien en cardiologie, en psychiatrie, en nephro, et également des pharmaciens pharmacologues ou autres. Au niveau des industriels, pareil, nous nous sommes entourés de différentes institutions industrielles, et avec des retours et des expertises et de l'expérience au niveau médicaments et au niveau de la diffusion. Et puis, bien sûr, au niveau des institutionnels, on en a parlé de la HAS et de l'Agence de la biomédecine. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée, c'est qu'on a fait une réflexion qui était basée sur les 3 cas concrets afin de pouvoir identifier justement ces obstacles et d'identifier les leviers. Donc, la mise en place, le premier cas concret, c'était la mise en place de l'obligation du dépistage du déficit en DPD avant tout traitement par une fluoroquipyrimidine, la mise sur le marché donc, du mavacamten, et également l'exploitation des données de pharmacogénétique pour les prescriptions d'exomes à visée diagnostique. Donc ça, ce sont été vraiment les 3 cas concrets sur lesquels nous nous sommes focalisés pendant toutes les réunions de travail. Alors sur ces cas concrets, on s'est posé la question comment on génère aujourd'hui une information pharmacogénétique. En l'occurrence, il y a, comme vous le voyez, trois niveaux de genèse de l'information. L'analyse ciblée qui peut être proposée en lien avec la prescription d'un traitement dans une situation particulière. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'azatioprime qui peut être prescrit par un médecin gastro-entérologue. Dans ce cas-là, c'est une analyse ciblée qui concerne un gène qui va être rendue dans des délais assez courts. Ce qu'on constate dans ces situations, c'est que ces tests ne sont pas encore systématiquement réalisés, sauf lorsqu'ils prennent un caractère obligatoire. La deuxième situation de recours, c'est l'analyse en panel, où là, on est en capacité, aujourd'hui, dans la plupart des laboratoires, de proposer une analyse de plusieurs gènes qui vont intéresser plusieurs traitements. Je prenais l'exemple tout à l'heure du mavacamten, avec un test qui concerne le cytochrome 2C19. Le résultat de ce test peut être utile pour le clopidogrel, il peut l'être pour des antidépresseurs, il peut l'être pour d'autres médicaments en cascade. Donc on comprend bien que réaliser une analyse en panel comme ça va permettre de générer à un moment donné des informations qui pourront être utiles par la suite pour la prise en charge du patient dans une perspective assez longue.
Donc c'est une opportunité, mais il y a beaucoup d'obstacles à la généralisation de cette approche, des obstacles réglementaires dont on a discuté au cours de cette table ronde, et des obstacles organisationnels, ne serait-ce que de définir la population qui doit effectivement bénéficier de ce type d'analyse en panel. Et puis, il y a un dernier étage qui est important, c'est aujourd'hui la génération des données génomiques à large échelle dans le cadre du plan France Médecine Génomique, par exemple. C'est un système qui permet de produire de l'information à l'échelle de l'exome, à l'échelle de génome. Dans ces génomes, dans ces exomes, l'information pharmacogénétique est présente. On a beaucoup travaillé sur cette question en essayant de réfléchir à un modèle qui permettrait d'extraire cette information pour la rendre disponible dans un contexte qui ne soit plus le diagnostic, mais la sécurisation des traitements. Et je pense que c'est un modèle, et c'est ce qu'on a pensé, c'est un modèle complémentaire qui doit être mis en place. Donc nos recommandations dans ce contexte sont d'une part de proposer un plan de sensibilisation sur la sécurisation des traitements médicamenteux par la pharmacogénétique. On le voit, il y a beaucoup de plans de sensibilisation au bon usage des antibiotiques ou à d'autres exemples. La pharmacogénétique est aujourd'hui un outil de sécurisation des traitements et on pense, et c'est ce qu'on a pu constater, cet outil est pas suffisamment connu des prescripteurs aujourd'hui. Donc ça mérite d'être encouragé. Deuxième et troisième recommandation, envisager de manière plus concrète la réutilisation des données générées à l'échelle de l'exome ou du génome, notamment dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Donc ça passe, et c'est ce qu'on propose, par l'identification d'une préindication qui pourrait concerner le diagnostic de pathologies iatrogènes dans le cadre du plan France Médecine Génomique, ou en tout cas un circuit qui permettrait de traiter ces situations, et puis tirer parti des données qui ont été générées dans le cadre du plan via le collecteur et analyseur de données pour modéliser l'impact que pourrait avoir la pharmacogénétique à partir des données qui ont déjà été générées dans le cadre du plan. Et puis la quatrième recommandation sur laquelle on a travaillé, c'est évaluer l'acceptabilité éthique sociétale d'un dépistage en population générale, puisque on constate aujourd'hui que ces tests pharmacogénétiques pourraient être proposés en population générale et pas seulement à un patient qui bénéficie à un moment donné d'une prescription médicamenteuse. C'est un sujet qui pose question. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, sur un plan économique, c'est une question majeure, mais sur un plan éthique, sociétal, est-ce qu'on est prêt à aller vers ce dépistage à large échelle en pharmacogénétique? L'autre sujet sur lequel on a travaillé, c'est les modalités de prescription actuelles des tests de pharmacogénétique. Vous l'avez sur cette diapositive. Aujourd'hui, quand un patient doit bénéficier d'un traitement pour lequel un test est recommandé, les acteurs de soins primaires ne vont pas avoir directement accès au laboratoire pouvant réaliser ce test. Donc le circuit qui est aujourd'hui utilisé, c'est un circuit qui implique l'hôpital, puisque les laboratoires hospitaliers sont les laboratoires qui proposent aujourd'hui ces tests, dans la majorité des cas. La prescription de ce test, pour qu'elle puisse être prise en charge, se fait par un médecin spécialiste hospitalier qui va recevoir le patient, attester d'une consultation, le faire consentir à une analyse, puis adresser ces documents au laboratoire. On pourrait se dire, à partir de là, ça va être assez simple, puisque le laboratoire va communiquer les résultats directement aux patients ou aux acteurs de soins primaires. Non, il n'a pas le droit de faire ça. Il doit rendre les résultats au prescripteur, et c'est le prescripteur qui a la mission d'informer le patient, qui lui-même informera les acteurs de soins primaires. Donc on voit que le système aujourd'hui est compliqué, puisque ça rend complexe l'adressage des résultats pour des questions qui sont réglementaires, qui sont liées à l'encadrement de la génétique humaine en France. Est-ce que la pharmacogénétique justifie une attestation de consultation, un consentement aussi formel que celui qu'on demande quand on fait un diagnostic de maladie? Est-ce qu'un pharmacien d'officine n'est pas en droit de disposer du résultat dès lors qu'il a été produit? C'est des questions qu'on a posées. Et donc les recommandations qu'on émet dans ce contexte sont de réfléchir aux conditions d'information et de consentement à ces tests qui sont particuliers en génétique,
de simplifier les modalités de communication des résultats pour que les résultats des tests soient diffusés plus simplement, d'élargir les possibilités de prescription des analyses pharmacogénétiques. En Suisse, pour donner un exemple, les pharmaciens ont l'autorisation de prescrire des tests de pharmacogénétique, pas des tests de génétique, mais des tests de pharmacogénétique, parce qu'ils sont en capacité d'identifier le besoin et de déclencher le circuit le cas échéant. Et puis notre dernière recommandation, c'est d'intégrer ou de systématiser les formations à la pharmacogénétique dans le contexte des formations initiales et continues. Donc suite à ça, en fait, on a regardé quelles étaient les modalités de communication en fait, des données de pharmacogénétique. Et on s'est rendu compte que le défi majeur, c'était vraiment la communication efficace, comme vous avez pu le voir par le diagramme qu'a présenté Nicolas, des résultats au niveau des professionnels de santé. Ici, c'est un exemple de 3 comptes rendus, 2 issus français et le 3e avec le code couleur de l'Europe. Et en fait, on voit qu'il y a une hétérogénéité sur les comptes rendus avec des informations qui diffèrent. Le résultat en soi est toujours le même, mais par contre, les informations qui sont données dedans diffèrent. Et donc, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte et c'est un des défis sur lesquels on a proposé effectivement des recommandations. Donc, comme je le disais, la communication, donc les solutions proposées, c'était d'avoir des rapports qui soient personnalisés, mais surtout avec des présentations simplifiées, une infographie, que ça soit avec un code couleur, des termes beaucoup plus simples, et avec l'implication également des sociétés savantes spécialisées en pharmacogénétique pour justement en fait, travailler sur un compte-rendu à l'échelle nationale que tous les laboratoires pourraient utiliser. Le rôle des professionnels de santé, comme l'a dit Nicolas, en fait, on a eu également un gros focus sur le fait que les professionnels de santé avaient un manque en fait sur la connaissance des tests de pharmacogénétique et quelle était l'utilité de faire ces tests-là. Donc, on a parlé beaucoup de la formation continue et d'intégrer du coup la pharmacogénétique dans la formation continue et surtout expliquer en fait comment expliquer les résultats pour les professionnels de santé. Et également pour les professionnels de santé, comment partager les résultats, comment expliquer les résultats aux patients. L'utilisation de la technologie, ça a été mentionné ce matin, mais donc l'IA a été également discutée, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des plateformes numériques, il y a des applications qui permettent en fait d'avoir des interactions patients et d'avoir des choses qui sont beaucoup plus personnalisées. Et donc, du coup, on a discuté le fait d'intégrer les résultats de pharmacogénétique sur ces plateformes-là, ou du moins d'essayer de voir comment on pourrait intégrer ces résultats sur les plateformes déjà existantes. Enfin, l'engagement des patients, effectivement, le patient est quand même au centre de ces discussions-là. Et donc, c'est également d'engager les patients pour le fait de mieux comprendre pourquoi on leur propose de faire un test de pharmacogénétique. Effectivement, quand ils ont les consultations et qu'on leur explique, ils comprennent exactement l'utilité. Mais du coup, c'est également de pouvoir aussi comprendre les résultats qui en ressortent. On y reviendra juste après. Donc les recommandations que l'on a fait vis-à-vis de cette partie-là, ça a été de standardiser, comme je disais, standardiser les comptes rendus actuels et de regarder également, d'évaluer plusieurs niveaux en fait, de comptes rendus pour que justement ça soit rendu disponible à tout à chacun. D'impliquer les sociétés savantes pour justement évaluer l'implication de l'intelligence artificielle et des différentes plateformes numériques qui existent déjà. Et enfin, le réseau francophone de pharmacogénétique, dont Nicolas est le président, doit également s'impliquer pour pouvoir en fait, proposer un référentiel validé au niveau international, que ça soit pour le codage en fait, des informations qui sera proposé au niveau des comptes rendus. La troisième partie sur laquelle on a travaillé, c'est également, comme je le disais, la place des patients dans ce chemin en fait, de tests de pharmacogénétique. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'il fallait informer
et former les patients sur la pharmacogénétique. Cela nécessite une approche multidisciplinaire, comme on l'a vu également, on l'a entendu ce matin. Et ce qu'il faut, en fait, c'est que les ressources que l'on pourrait créer soient les plus simples possibles, donc avec exempt de jargon médical complexe, hein, pour que, justement, tout à chacun puisse comprendre le compte-rendu qu'il reçoit pour les tests de pharmacogénétique. Et puis, bien sûr, la collaboration avec les associations de patients, ça c'est important. On l'a entendu juste avant, que ça a été mentionné, voilà, qu'à chaque table ronde, lors de l'événement du mois de juin, il y avait l'association de patients où il y avait des patients qui étaient présents pour justement être porteurs et pour qu'ils puissent donner de leur voix. Donc les recommandations qu'on a fait à ce niveau-là, donc dans l'éducation des patients et la conservation des données, c'est vraiment donc consulter les associations de patients et les associations d'usage du système de santé, développer des programmes d'éducation thérapeutique ciblés pour justement s'approprier en fait le concept de pharmacogénétique par les patients concernés et bien sûr l'impact sur leur prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi si j'ai un test de pharmacogénétique et qu'est-ce que ça veut dire les résultats que j'obtiens lorsque le médecin me prescrit un test CYP2C19 par exemple parce que je dois prendre du mavacantine. Et enfin, comme je disais, développer un modèle de compte-rendu de résultats des tests de pharmacogénétique qui soit le plus simple possible, simplifié pour les patients et qui, pourquoi pas, pourrait être intégré dans mon espace santé pour justement avec... Là aussi a été discuté la durée de conservation des données, puisqu'il se pose cette question à ce niveau-là. Alors la dernière partie dans notre réflexion concernait évidemment la prise en charge de ces actes et les conditions d'évaluation. Je vais vous présenter la situation actuelle en France. Vous avez vu le nombre de médicaments concernés par les applications de pharmacogénétique. Aujourd'hui, il y a 2 tests qui sont inscrits à la nomenclature. Un test pour un médicament qui est l'abacavir que j'ai cité, test obligatoire. Et puis le dépistage du déficit en DPD pour les fluoropyrimidines, test également obligatoire. Les autres analyses qui peuvent être proposées, dont celle que j'ai mentionnée, la TPMT, sont inscrites à la liste complémentaire des actes de biologie médicale depuis 2016, je dirais. Donc dans l'attente d'un passage éventuel à la nomenclature. Les autres actes qui sont réalisés en pharmacogénétique le sont hors nomenclature, donc à la charge des hôpitaux qui les proposent, avec toutes les problématiques de diversité d'accès aux soins qu'on évoquait ce matin, ou au référentiel innovant des actes hors nomenclature pour ce qui concerne le séquençage haut débit, avec toutes les incertitudes qu'on a, ou en tout cas le refondement de ce système de référentiel hors nomenclature. On a beaucoup échangé sur ces questions. Les recommandations qui ont été émises sont de sensibiliser tous les acteurs aux différentes voies de remboursement et à l'existence des différentes procédures qui permettent d'inscrire un test à la nomenclature. On a été confronté à la situation l'an dernier pour le mavacamten, pour lequel il s'agissait manifestement d'un test qui était du registre du test compagnon, puisqu'il permettait de déterminer la posologie du médicament lors de son utilisation. La démarche de demande d'inscription à ce titre n'avait pas été réalisée dans le cadre de l'évaluation de ce médicament. Et elle est aujourd'hui en cours d'expertise. Donc on voit par méconnaissance du système qui permet d'inscrire ces tests, on a perdu quelques mois, voire un peu plus, pour la prise en charge au titre du droit commun de ce test, qui est aujourd'hui réalisé hors nomenclature pour l'instant. Donc la dernière recommandation était de faire évoluer les modalités de financement des actes en sortie de RIHN, notamment pour ces tests qui sont encore aujourd'hui à la liste complémentaire des actes, et de faciliter finalement l'inscription de tests à la nomenclature, en particulier lorsqu'il concerne des médicaments qui sont commercialisés depuis de très nombreuses années, pour lesquels les données justifient de réaliser ces tests, et pour lesquels aujourd'hui la situation ne permet pas de les prendre en charge en dehors de l'utilisation du forfait hors nomenclature.
Donc je pense que vous l'aurez compris, la pharmacogénétique, c'est un outil qui est crucial de médecine de précision. Cependant, aujourd'hui, même si elle permet d'avoir une approche plus personnalisée pour des traitements médicamenteux, qu'elle aide à prédire la pharmacogénétique individuelle et à prévenir des effets indésirables, il reste malgré toutes ces avancées, il reste quand même des leviers et des obstacles, que ça soit le cadre réglementaire, que ça soit, comme vient de le dire Nicolas, le remboursement et l'accès, la rapidité d'accès aux résultats. Un point important qui a été vraiment mentionné et discuté, c'est le manque de formation des professionnels de santé, le manque de formation et d'information des professionnels de santé, également vis-à-vis des patients et des associations de patients. La nécessité de rendre ces résultats beaucoup plus compréhensibles pour les patients. Et enfin, l'archivage des données qui a été longuement discuté et sur lequel on n'a pas trouvé de recommandations ou de consensus. Mais voilà, donc on avance doucement sur ce domaine-là, mais comme on voit, malgré tous les obstacles et les avancées qu'il y a, il reste encore quelques freins à soulever. Je vous remercie.